Je vais d'abord, comme le précédent, remercier le propriétaire de ces lieux délicieux de nous accueillir ici et d'avoir accueilli. Ça va? Est-ce que vous entendez? Oui. Je ne peux pas parler sans micro, j'ai d'abord. Oui. Ok. Donc je remercie le propriétaire des lieux d'accueillir cette manifestation culturelle et d'accueillir l'association Nous Tous. Je remercie l'association Nous Tous parce qu'elle est inclusive et qu'elle nous donne l'impression que même habitant à Paris, une partie de l'année à Princeton, je suis encore quelque part encore à Tunis. Et que, en effet, quand je reviens, j'ai le sentiment que je suis accueilli par des frères et sœurs ou des cousins. Voilà. Je remercie Mohamed, qui est devenu comme le fils adoptif de mon père, il est là. Mon père n'a eu que des filles. Et comme j'étais la seconde et peut-être un peu le garçon manqué, il était convenu que je serais la céramiste. Et j'ai raté l'examen. Et donc, je suis devenue historienne, mais je ne le regrette pas parce que finalement, il a dû quitter la Tunisie, la Poitiers est allé avant nous. Ok. Alors, il faut commencer l'histoire de cette famille, de cette dynastie, avec mon arrière-grand-père, Haïcha, dont on a découvert après la rédaction du livre, grâce à des lecteurs curieux et agiles, on a découvert qu'il habitait rue Achour à Tunis et qu'il avait vécu donc dans la Hafsir, dans le quartier juif de Tunis, jusqu'à sa mort. Et pour la première fois, avec ma fille Jeanne, qui est par là, nous sommes allés avant-hier à la rue Achour pour voir où c'était. Je dois avouer qu'ayant grandi en Tunisie et étant revenu après mes études en Tunisie, après mes études à la Sorbonne, j'étais jamais allé à la rue Achour. Et là, j'y suis retournée pour voir à quoi ça ressemblait, où ils ont vécu, quel air ils ont respiré. Voilà. Et Haï a tenu au marché des potiers une boutique de poterie. En fait, je crois qu'il ne les fabriquait pas, mais il percevait les impôts pour le B. Alors, le système était que le percepteur des impôts faisait une avance au B en argent et il récupérait sa mise en vendant les produits qu'il récoltait au titre de l'impôt auprès des potiers. Il est possible qu'il ait commencé à faire de la production, mais ça, c'est pas très sûr. Puis son fils, Yacoub, auteur de cette poterie qui est la première, la plus ancienne que nous ayons conservée, 1889. Son fils qui était journaliste, qui a été traducteur de Monte Cristo, qui a écrit des romans, c'est pas Flaubert, hein, c'est pas Balzac, mais quand même, sortir de la tradition religieuse et commencer à écrire des livres profanes, des romans, c'est une forme littéraire complètement moderne, et il s'est lancé comme ça dans le journalisme et le roman et l'activité littéraire. Et puis je crois que, convaincu par son père, il s'est mis à essayer la production de céramique. Et c'est un moment absolument crucial. D'un côté, les potiers de Tunisie, de Tunis en fait, parce que c'était Tunis, la capitale des carreaux de revêtement, les carreaux chics qu'on mettait dans les demeures avec cours et pièces carrelées. C'est un moment où les producteurs locaux tunisiens ont perdu la recette. Ils ont perdu les techniques à cause de la concurrence des carreaux italiens. Et donc, les carreaux moins chers qui arrivent en masse en Tunisie sont préférés aux carreaux tunisiens qui sont plus lourds, qui sont plus chers et dont on a perdu les techniques. Première condition négative, si je puis dire. Mais autre condition, il y a la colonisation. On a du mal à dire aujourd'hui qu'il y a une œuvre coloniale. On le voit toujours souvent que négatif. Mais il se trouve que les autorités coloniales voulaient encourager l'artisanat ou ressusciter l'artisanat, le tapis de Québran ou la broderie de Zarzis, etc. Chaque région se voyait affecter une forme d'artisanat. Et ils ont organisé des expositions coloniales à Paris, à Marseille, etc. C'était
un stimulant pour les producteurs locaux. Les artisans tunisiens y ont participé très régulièrement. Ils ont reçu des récompenses, ils sont revenus avec des lauriers, et donc ça a encouragé la clientèle à acquérir des choses de l'artisanat. L'autre condition favorable, c'est qu'on a une période au début du XXe siècle où on aime les arts décoratifs, les poteries, les carrelages, les verreries, les lustres, toutes sortes d'arts décoratifs qui sont relayés d'abord par l'art nouveau, l'art de la nouille, ensuite c'est les arts déco 1920-1930. Après ça c'est l'art moderne, des lignes droites, pas de décoration, pas de carreaux, pas de fioritures, pas de corniches, ça s'arrête. Mais donc, entre les années 1900 et la fin des années 30, il y a une grande émulation pour les arts décoratifs. Et c'est donc dans ce cadre que la famille de mon père et de mon père sont impliqués dans la résurrection de la céramique de Tunis et dans la production pour, j'oubliais un argument important, c'est que Tunis et sa banlieue se développent. Pas seulement la ville moderne de Tunis, mais les villes de villégiature qui vont tout le long de la voie ferrée du TGM. Et dans ces maisons de villégiature, on fait des terrasses avec carreaux, on fait des toitures à tuiles, etc. Enfin, décorées de tuiles, pas des toits de tuiles, bien sûr. Et toutes ces conditions sont favorables. Et ils réussissent, juste autour de la Première Guerre mondiale, à trouver les techniques qui avaient été perdues sur les émaux pour faire cohabiter dans la céramique des couleurs qui cuisent à des températures différentes. Parce que le jaune et le vert, ça va, ils font bon ménage. Le noir du manganèse, je sais pas, vous me corrigerez, ils font bon ménage. Mais si vous ajoutez du bleu, ça devient plus compliqué. L'or, vous ne pouvez pas. Le rouge, ça les Chinois le savent le faire. Nous sommes avant les colorants chimiques et avant les fours électriques. Et donc, on ne peut pas mélanger, on ne peut pas mêler toutes ces couleurs. Il y a une palette relativement réduite. Donc, autour de la Première Guerre mondiale, ils arrivent à résoudre ce problème. Maintenant, je fais un petit mouvement en arrière. Mon père, Mouchi, mais qui en français a toujours été appelé Mouche, ce qui n'était pas très sympathique parce qu'il était petit de taille et ça faisait un peu, comment dire, ironique, si vous voulez. On avait honte quand on était gamine et qu'on allait à l'école de dire que mon père s'appelle Mouche. Demandez ça ici. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, il est né à la fin de l'année 1897 et il a fait ses études d'abord à l'Alliance, il a été alphabétisé à l'Alliance parce qu'on parlait qu'arabe à la maison. Donc il apprend le français, il est très bon élève, il a un certificat d'études. Son rêve, c'est d'être recruté au très prestigieux lycée Carnot et de devenir médecin. Mais il n'y a qu'une bourse, deux. Et la bourse est donnée à M. Lelouch, qui est devenu le docteur Lelouch, le père de Simone. Pour ceux qui connaissent Simone Lelouch, je vais notre main. Et ça, mon père ne l'a jamais avalé. Parce qu'il pensait vraiment que cette place lui revenait. En revanche, il a été envoyé à un collège professionnel qui est devenu le collège Émile Louvet, où il a appris le dessin industriel, c'était pas mal. Mais à 12 ans, c'est terminé, l'école. À l'époque, c'était commun, tous les jeunes garçons arrêtaient à 12-13 ans, ils faisaient la bar mitzvah et on n'en parlait plus. Et moi j'ai un souvenir, j'ai très peu de souvenirs des souvenirs de mon père. Il ne parlait pas du passé, mais je sais que revenait très souvent l'idée que quand il a fait sa bar mitzvah, il n'avait pas les moyens de se tailler un costume neuf. Et sa sœur, qui était très malade et qui est morte de tuberculose peu après, lui a taillé un costume dans un plus vieux costume. C'est dire que cette expérimentation dans la céramique et tout ça, c'est fait à un prix élevé. Ils s'en sortaient pas. Mais Yacoub Chebla, l'auteur de cette part, a trois fils et une fille,
Et les 3 fils se mettent au travail. Aucun des 3 n'a prolongé les études au-delà du certificat d'études. Et à ce moment-là, nous sommes juste après la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, ça devient Ored Shem Tunis. Et Yacoub ne participe plus à la production ou à l'expérimentation, et il laisse ses fils faire le travail. Alors, Ored Shem Tunis, ça a commencé à ce moment-là, et ça a continué jusqu'en 1954, avec l'aîné, Albert, qui était, Victor, c'est Haï. C'était la traduction française de Haï. Victor vivant, Haï, pareil, alors que Victor, ça ne veut pas dire vivant. Mais peu importe. Alors, c'était l'aîné, excellent technicien. Il connaissait à la fois la question des émaux et des couleurs, et surtout les fours. Ce sont des fours traditionnels, à moitié enfoncés dans le sol, et une brique. Et la cuisson n'est pas à la même température au fond du four et en haut. Et il n'y a pas les pyromètres. Les pyromètres, ça apparaît bien après. C'est-à-dire qu'on met des mois à remplir ces fours, et quelquefois, toute la production est ratée. Parce qu'on n'a pas atteint la bonne température. Alors, ou bien c'est pas assez cuit, et là, c'est même pas vendable. Il n'y a plus qu'à le casser. Ou bien c'est trop cuit, et l'émail a coulé, et ça devient très bon. Et vous en avez des exemplaires. Il y a des exemplaires ici où les couleurs sont fondues et se mêlent, et c'est un effet magnifique. On dirait qu'il y a de l'eau qui est coulée là. C'est très joli. Bon. Et continue avec ces techniques-là, mais donc, Victor, c'est le technicien. Albert n'a jamais dessiné. C'est l'homme du commerce, des relations avec les clients, avec les guides touristiques, et il vient des touristes anglais, américains, français, qui visitent régulièrement l'Afrique du Nord. Et du coup, la fabrique, qui est une petite fabrique qui est restée jusqu'à la fin à Babsaboun, la fabrique envoie des produits pour tous les hôtels qui longent la côte du Maghreb et le sud aussi, les hôtels du sud. On trouve des traces jusqu'aujourd'hui. Alors c'est lui qui est le public relation pour la société. Et mon père, c'est le dessinateur né. Il a une plume fabuleuse. Vous lui donnez un fusain, un stylo, un porte-plume à l'encre de Chine, un crayon de couleur, il vous fait quelque chose. Il avait vraiment le grand talent. À un moment, 1939, il est mobilisé. Et il va à Gabès. C'est la première fois qu'il venait dans le sud, qu'il se trouve en compagnie de soldats sénégalais. Il n'avait jamais vu de Sénégalais avant. Donc il a écrit là-dessus ses découvertes. Il a découvert les scorpions, par exemple. Ça, c'est l'épopée de la guerre, pour mon père, c'était ça. Heureusement, ce n'était pas ce qui se passait en Europe. Et il a fait le portrait du capitaine et du colonel et des soldats, etc. Il faisait des portraits magnifiques. Malheureusement, on les a détruits. On ne les a pas gardés en quittant Toulouse. On ne peut pas rencontrer grand-chose. En tout cas, ma sœur cadette, co-auteure du livre que nous avons fait, a eu le bon goût de naître le 23 décembre 1939. Troisième fille, ils n'étaient pas très contents. Mais naître à ce moment-là, ça veut dire que mon père a été démobilisé. Et il est donc revenu à la poterie, on n'a pas pu parler de participer à la guerre. Ok. De la fondation de Mathieu Tunis jusqu'à la crise de 29, ça a été une période d'expansion magnifique. La poterie gagne le marché maghrébin, la poterie gagne le marché européen. Il y a des poteries chinoises au magasin Oros Dibak, non pas de Tunis, mais de Bagdad. On le découvre par accident quand on a fait cette recherche sur la poterie. Car ma soeur et moi, on n'a jamais pensé à poser des questions à mon père. On n'a jamais demandé quoi que ce soit sur leur histoire, excepte je lui ai demandé où ça avait commencé. Heureusement, j'ai eu ce point de repère. Et donc, ils exportent, et surtout, il y a un couple d'Américains qui écrit pour des magazines d'art, qui vit en Espagne,
et qui travaillent pour de riches Américains de Californie et de l'État de New York. Et ces gens-là fournissent aux riches Américains des plafonds décorés d'Espagne, et des coffres, et des peintures, etc. Mais ils ne trouvent pas de carreaux de belle qualité. Ils ne les trouvent pas en Espagne. Alors ils vont chercher au Maghreb. Et curieusement, ils ne trouvent rien au Maroc. Pourtant, la production marocaine est drôlement intéressante. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas vu. Traverse l'Algérie, ils trouvent rien. J'ai eu la chance de trouver toute leur correspondance en Californie. Je suis allé jusque là-bas pour la trouver. Et ils arrivent en Tunisie, hiver glacial. Ils arrivent à la poterie, il y a de la boue jusqu'aux genoux. Ils rencontrent les frères Chemla sont malades avec la grippe. Donc ils rencontrent des ouvriers qui ne parlent que l'arabe, ils n'arrivent pas à parler. Ils écrivent des lettres très pessimistes et ils disent on va plier bagages, on revient. Mais quand les frères Chemla, l'un des trois ou les deux, retrouvent leur santé, ils emmènent ce couple au Bordeaux et ils disent à ce couple, voilà ce que nous faisons. Ils vont à la chambre d'hôtel, ils éteignent les carreaux et à ce moment-là, le couple a un coup de foudre. Il dit c'est ça qu'on veut. Et alors les lettres enthousiastes qu'ils envoient en Californie, on a trouvé les meilleurs producteurs. Et ils commencent à importer des carreaux, mais par milliers. Il y avait encore, jusque récemment, des rails dans l'allée par laquelle on accédait à la poterie, Bab Sardoun. Il y avait des rails parce qu'il y avait des petits wagonnets qui entraient jusqu'au bout, entassaient la poterie et allaient ensuite décharger avec des camions, etc., jusqu'au port. Du port de Tunis, ça allait à Marseille, de Marseille, ça allait sur la côte atlantique des États-Unis, le canal de Panama et enfin le Pacifique. Ça mettait des mois à arriver. Et ça patientait là-bas. Ils disaient alors quand est-ce que la commande va arriver? Et ça arrivait par milliers. Et tout s'arrête en 1929. Crise mondiale, les commandes s'arrêtent, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après les cours ont changé, contemporain, on est dans la ligne droite, on ne veut plus des cours. Et là, ça a été un coup dont ils ne se sont pas vraiment remis. Il y a eu la guerre, la poterie a été réquisitionnée par les Allemands, donc ils n'ont pas pu travailler pendant l'occupation. Ensuite, ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, il y avait une certaine instabilité en Tunisie pour des raisons évidentes, au niveau national, etc. Les gens construisaient moins. Les Français partant, ou les Juifs partant, les maisons, on pouvait les acheter comme on voulait, c'était pas la peine de construire. Elles étaient en bon état, c'était pas la peine de les restaurer. Et donc, il n'y avait plus de travail. Mais les dernières commandes, donc, les ouvriers sont partis les uns après les autres, y compris certains qui sont partis à Limoges, où mon père faisait des lettres de recommandation, et où ils ont fait leur carrière. Et on est resté en correspondance avec certains d'entre eux. Mais à la poterie même, ça a décliné. Le frère aîné est mort en 1954, mon père a gardé la poterie, mais il ne se passait plus rien. Et puis pour Bibas, ou son architecte, Olivier Cacou, Clément. Oui, il est mort et malheureusement les archives de son studio ont été détruites. Personne n'a voulu les racheter ou les recueillir, donc on n'a pas la trace de ces activités qui ont été vraiment très développées sur l'ensemble du monde arabe. On aurait eu des choses intéressantes à garder. C'est parfait. Alors Olivier Cacou a commencé à commander à mon père qui n'avait plus que 3 ou 4 ouvriers qui restaient là parce qu'ils étaient infirmes en fait, et qui n'auraient pas pu s'employer à l'âge qu'ils avaient. Donc il n'était pas d'une grande aide. Il a commandé à mon père des carreaux pour les palais de Scanès et de Carthage. Et donc la dernière œuvre de mon père en Tunisie, ce sont des fresques que je trouve absolument magnifiques du palais de Carthage, qu'on ne peut pas voir maintenant, mais que j'ai pu voir au temps du président Bourguiba. Et il a fait ça, et puis ça a été la fin, 1966, il est parti en France.
dans des circonstances que nous racontons dans le livre sur lesquelles je ne parle pas. Heureusement, un ambassadeur de France, qui était en même temps maire de je ne sais quel. Donc, quelqu'un de la famille était maire d'un village du Midi, la gare de Fresnay, avait pris contact avec mon père pour dire on cherche à avoir des artistes dans ce village pour attirer les vacanciers, etc. Est-ce que vous voulez occuper une chapelle désaffectée? Et mon père a accepté. Ma mère aussi. Elle connaissait très peu la France, elle arrive en janvier, à la gare de Fresnay, il neige, elle a l'impression d'être dans un livre de lecture à la place de 9e. C'est ça, je vais être là. C'est trop joli, je vais être là. Elle s'est mordue les doigts. Parce qu'elle a trouvé que c'était la solitude la plus terrible. Jusqu'à ce qu'on ait des voitures et qu'on aille la voir, c'était très dur pour elle. Mais donc il a eu, heureusement, à partir de 1959-60, un atelier à la gare de Fresnay, où il travaillait seulement en été, mais où il avait des petits revenus réguliers avec les vacanciers, les touristes, des commandes, des artistes locaux, des femmes en particulier, qui faisaient décorer leur résidence secondaire de Carochemla. Et donc il a eu une fin relativement plus confortable que du temps de notre enfance, qui a été toujours un peu juste. On était tout le temps dans l'incertitude, tout le temps dans l'inquiétude. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Et qu'est-ce qu'il fait s'il ne continue pas? Il est dessinateur et potier depuis toujours. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Voilà l'histoire. Et comme il n'avait pas de fils, un de ses neveux a été service, en France surtout, un peu en Tunisie et puis surtout en France. Il s'appelait André Chemla. Et dans certaines collections tunisiennes, il y a des œuvres d'André Chemla. Il a travaillé pas mal pour les pays du Golfe, du coup, quand ceux-ci ont se chanté sur le marché mondial. Et sinon, donc mon père n'a pas eu de fils, mais Mohamed Bessam, c'est son fils adoptif. Posthume. Voilà, c'est tout.